À l'origine de l'hiver des hommes, il y a le suicide de la fille du général Mladic, Anna Mladic, qui se tire une balle dans la tête en mars 1994 à l'âge de 23 ans alors qu'elle est étudiante en médecine. Et ce suicide, en fait, me trouble, me touche beaucoup parce qu'il me ramène aux thèmes qui traversent tous mes livres, en fait, qui est comment parvient-on à se construire contre ses parents, c'est-à-dire comment parvient-on à grandir, à s'inventer une vie en dépit de parents effrayants. Anna Mladic est la fille d'un général qui commande à l'époque le siège de Sarajevo, dont on dit déjà qu'il est un boucher et un criminel de guerre. Elle a la réputation d'adorer son père, de l'aimer infiniment, et cependant elle se tire une balle dans la tête. Et au moment où ça arrive, je rentre de l'ex-Yougoslavie où j'ai passé tout un automne pour écrire un premier livre. Ça me trouble tellement que j'ai presque envie d'y retourner et je garde ça sur le cœur pendant 17-18 ans. Et puis, à l'hiver 2010, je retourne en Serbie avec le désir de rencontrer les enfants de tous ces gens qui ont fait cette guerre effrayante et de les rencontrer eux aussi, les pères. Et de fil en aiguille, au travers d'un voyage et d'une enquête très compliquée, je parviens à atteindre Palais, je parviens à atteindre Banja Luka, Kalinovic, des villes qui sont de véritables enclaves dans la République serbe de Bosnie, où sont d'une certaine façon réfugiés tous ces criminels de guerre, tous ces gens qui ont voulu cette guerre, qui ont combattu aux côtés du général Mladic et pour qui le général Mladic demeure un héros absolu. Anna Mladic a-t-elle vu des photos du massacre du marché de Marcalé dans la presse étrangère? Ces photos épouvantables où l'on voit des corps d'enfants démembrés? A-t-elle entendu l'expression « boucher de la Bosnie » pour désigner son père? A-t-elle pensé qu'avec tout ce qu'elle avait su et vu, il valait mieux que sa propre vie s'arrête là? Ou a-t-elle refusé de croire ce qu'on racontait sur son père, tout en jugeant que c'était insupportable, en tout cas pour elle, qui vouait à cet homme un amour sans faille? Elle est partie sans un mot, laissant à chacun le choix de penser ce qu'il voudrait des raisons de sa mort. Je pense que dans la vie, on porte le poids de l'héritage, de qui on est, et que si moi aussi, étant serbe, j'avais eu toute ma famille massacrée par les Ustashi croates qui étaient les alliés des nazis pendant la guerre, j'aurais très vraisemblablement mené cette guerre contre les Croates notamment, contre les musulmans aussi, parce que ça aurait été mon destin d'une certaine façon. Et je pense que dans la vie aujourd'hui aussi, nous tous, même ici, dans notre pays en paix, on a tous le poids de notre héritage intellectuel qui pèse sur nos épaules. Et donc je regarde ces hommes sans avoir aucun jugement critique sur eux. Simplement, ce sont des hommes comme nous qui sont engagés dans un destin dramatique très singulier. Et j'ai envie de comprendre comment ils vivent aujourd'hui. Et ce qui me trouble énormément, c'est que je vois assez vite que s'ils tiennent debout encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont ce discours qui parvient à les soutenir, de dire « on a gagné la guerre, on ne nous reconnaît pas notre victoire », alors que nous sommes probablement le dernier rempart contre l'invasion des musulmans en Europe. Ils ont un discours comme ça, très paranoïaque, très effrayant. Et s'ils tiennent debout, c'est parce qu'ils ont ce discours, parce qu'à l'intérieur d'eux, ce que je vois, c'est qu'ils sont complètement détruits par ce qu'ils ont fait. Ce sont des gens qui n'ont plus d'âme, en fait. Et si je voulais résumer un peu ce qu'ils disent, je dirais qu'ils soutiennent la légitimité d'avoir tué leurs voisins pour une guerre qu'ils estiment juste, et qu'ils ont probablement deviné que lorsqu'on tue son voisin, on se tue soi-même. Et donc, ce sont des morts-vivants, en fait, tous ces gens que j'ai rencontrés. Nous croyons qu'à rompre avec la source du mal, nous allons pouvoir inventer notre propre vie et apporter le bonheur à nos enfants, avais-je écrit cette nuit-là, ne cessant d'arpenter nerveusement ma chambre d'hôtel, alors que nous sommes faits de ce mal
et qu'ainsi il continue à nous habiter et de nous ronger, quoi que nous décidions, et quel que soit l'endroit du monde où nous allions nous réfugier. Nous croyons qu'un jour nous aurons le droit à l'oubli, à la paix, à la beauté. C'est ce qui nous pousse à continuer d'avancer, d'aimer, de réfléchir, d'écrire, mais sans doute n'est-ce qu'une illusion. Celui qui est issu de la haine et de la folie, avais-je poursuivi, semble condamné à ne produire que de la haine et de la folie, et ainsi à détruire les siens à son tour. Et à travers le livre que j'ai écrit, grâce à eux, en fait, je veux dire quelque chose sur notre destin à tous. Parce que, d'une certaine façon, ce qu'ils vivent, c'est de façon extrêmement violente et puissante, ce qu'on vit aussi parfois dans notre quotidien, nous, tous les jours. Je suis très frappé, moi, par exemple, quand je vois nos guerres intimes en France, par exemple. L'une des plus violentes, ce sont les divorces, par exemple. Prenons simplement un divorce, je suis toujours très choqué de la façon dont d'ex-conjoints, d'ex-amoureux parlent l'un de l'autre avec une violence et une haine parfois qui est effrayante. Et en fait, d'une certaine façon, c'est la même haine familiale qui s'est jouée à l'intérieur de l'ex-Yougoslavie entre des gens qui s'étaient épousés souvent, parce qu'il y a beaucoup de couples, l'homme est serbe, la femme est musulmane, etc. Tous ces gens ont su s'aimer, ont su construire des choses pendant des années, et au moment où la guerre a éclaté, ils se sont entretués, mais avec une cruauté qui est véritablement abominable. Voilà. Et je pense que ce livre, L'hiver des hommes, où j'écoute avec beaucoup d'émotion le témoignage de tous ces hommes, c'est aussi une façon de dire à quel point la vie peut être dramatique.